À pied d'œuvre, le podcast qui réconcilie les arts et les sciences. Entre clins d'œil, jeux de miroir et de cache-cache, arts et sciences n'ont de cesse de se chercher et de se perdre pour mieux se retrouver. Tous les mois, je vous invite à partir à la découverte des accomplissements de ce drôle de couple qui, lorsqu'il se comprend, transcende la réalité. Un podcast de Moonji, réseau de sociétés de conseil pour les métiers de l'ingénierie et du digital. Bonne écoute! Il y eut une fois quelqu'un qui pouvait regarder le même spectacle ou le même objet, tantôt comme lui regardait un peintre et tantôt en naturaliste, tantôt comme un physicien et d'autres fois comme un poète, et aucun de ces regards n'était superficiel. Paul Valéry, 1942. Philosophie, diplomatie, mathématiques, peinture, botanique, décoration d'intérieur, physique, zoologie, sculpture. Nommez-moi une discipline artistique ou scientifique, il y a de grandes chances que Léonard de Vinci s'y soit essayé si elle était contemporaine de l'époque de la Renaissance. Dans le premier épisode d'À pied d'œuvre, nous avons tenté, en compagnie de l'artiste Olga Kiseleva, de rapprocher l'art et la science et de les réfléchir comme les deux faces d'une même pièce. Passé ce constat, il est maintenant l'heure de l'illustration, et qui rêvait de mieux que ce génie universel pour en faire l'expérience ? Aujourd'hui, je ne me risquerai pas à vous en proposer une biographie exhaustive. Je ne décrypterai pas non plus la Joconde, la Seine ou la Vierge au rocher. Je vous propose plutôt de redécouvrir Léonard en nous concentrant sur sa façon d'appréhender le progrès et la singularité de son regard sur le monde. Perfectionniste, végétarien, gaucher, séduisant, touche-à-tout, mystérieux, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier cet homme dont le regard rigoureux et passionné lui a permis de léguer un héritage scientifique et artistique hors du commun. Pour nous accompagner dans l'exploration de cette figure majeure de la Renaissance, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec Vincent Delieuvin, auteur et historien de l'art, spécialiste de la peinture italienne du XVIe siècle. Conservateur du patrimoine au Musée du Louvre depuis 2006, Vincent Delieuvin a consacré plusieurs de ses ouvrages au génie florentin. Il a également été commissaire pour plusieurs expositions qui lui étaient dédiées, à l'instar de celle organisée en 2019 au Louvre à l'occasion des 500 ans de sa disparition. Une question me paraissait essentielle avant d'entrer dans le vif du sujet. De son vivant, Léonard de Vinci était-il plus connu en tant qu'artiste ou en tant que scientifique ? Léonard de Vinci était avant tout connu comme un grand peintre. C'est vraiment ce qui était la chose la plus importante pour ses contemporains. Après, il était effectivement déjà célèbre pour avoir une démarche tout à fait originale, qui était celle d'un artiste universel qui fondait sa démarche artistique sur la science. Et donc les contemporains savaient qu'effectivement, c'était aussi quelqu'un qui était capable de parler de multiples sujets, pas seulement dans le domaine artistique, mais aussi dans le domaine scientifique. C'est ce qui a fait sa singularité, quelqu'un qui a fondé son art sur la science. Mais avant tout, on lui a commandé des choses dans le domaine artistique, des sculptures et surtout des peintures. À sa mort, en 1519, Léonard de Vinci laisse derrière lui des objets plus confidentiels que ses célèbres toiles. Il s'agit de ses carnets. Au total, on parle de plus de 4000 pages, de formats et de contenus variés, ornés de dessins, de croquis, de traités, de chiffres et même de listes de courses ou de vocabulaire. Si l'on estime aujourd'hui que la moitié d'entre eux ont été perdus, ils illustrent néanmoins l'incessante quête de savoir de Léonard. Du scaphandre au char d'assaut, du parachute au mélange des couleurs, il y a consigné ses réflexions toute sa vie durant. Ces fameux carnets sont très révélateurs de la singularité du mode de pensée de Léonard de Vinci. On y découvre notamment qu'il procédait beaucoup par analogie, mettant en relation des sujets ou des objets a priori distants, tels que le mouvement de l'eau et celui de la chevelure. Il se permettait des digressions, voguant d'une thématique à une autre au fil de ses recherches. C'est une démarche tout à fait particulière pour un artiste. Il faut vraiment comprendre que pour Léonard, la peinture est fondée sur une science et donc il a besoin d'avoir une compréhension globale de la nature pour pouvoir la restituer parfaitement dans ses tableaux. Et ces carnets, effectivement, sont extrêmement précieux parce qu'ils nous révèlent la profondeur de cette démarche. Léonard ne se contente pas de la superficie, de la superficialité des choses. Il ne se contente pas de dessiner un beau visage, de beaux bras, de beaux membres. Il a besoin de disséquer le corps humain pour pouvoir leur restituer vraiment cette vie. Il ne se contente pas d'observer des montagnes ou l'ombre et la lumière dans un paysage. Il a besoin vraiment de procéder d'étudier l'optique,
de comprendre la formation de la Terre, la lutte des éléments. Il a vraiment ce besoin d'une compréhension intime, profonde du fonctionnement de la nature pour pouvoir avoir cette exigence de la reproduire parfaitement dans ses tableaux. À l'ouverture de ces carnets, on ne peut être frappé que par une chose, l'écriture elle-même, dite spéculaire. Léonard de Vinci écrivait en effet de droite à gauche, en inversant le sens des lettres, de telle sorte qu'il est impossible de le lire aisément si l'on n'est pas muni d'un miroir. Pourquoi donc écrivait-il ainsi ? Pour certains, il s'agissait d'une façon de ne pas pouvoir être lu par n'importe qui. Aujourd'hui, la majorité des chercheurs semblent avoir abandonné l'hypothèse du secret pour donner une explication toute simple. Léonard de Vinci était gaucher. Il n'y a pas de volonté de cacher sa pensée. C'est l'opposé de la pensée de Léonard. Léonard a toujours voulu, au contraire, aimer la discussion, le débat et faire connaître ses idées. Il n'a jamais cherché à cacher sa pensée. C'est l'opposé vraiment de son caractère. C'est plutôt un confort d'écriture. C'est-à-dire, pour un gaucher, effectivement, il est beaucoup plus simple d'écrire dans le sens contraire. Ça permet d'abord de ne pas faire baver l'encre. Votre main ne vient pas écraser l'encre à peine fraîche. Et c'est une dynamique d'écriture beaucoup plus naturelle. Léonard de Vinci écrivait en langue italienne mêlée de dialecte lombard et non en latin, comme la majorité de ses contemporains savants. On parle d'une écriture mercantesca. Né à Florence, il s'agit de l'écriture entreprise par les marchands et, en général, de la classe moyenne à la fin du Moyen-Âge et au début de l'âge moderne. Car Léonard de Vinci ne vient pas d'une famille très aisée. Il naît en 1452 d'une relation amoureuse adultère entre un notaire et une paysanne. La catégorie sociale intermédiaire à laquelle il appartient ne lui permet pas de recevoir une éducation très poussée et de fréquenter ces écoles latines qui enseignent les lettres classiques et les humanités. À l'âge de 10 ans, il intègre donc une scuola d'abaco, une école d'arithmétique destinée aux fils de commerçants et d'artisans. Il n'étudie ni le grec ni le latin, pourtant essentiels dans l'acquisition des connaissances théoriques scientifiques de l'époque. Le latin, il ne le maîtrisera d'ailleurs jamais parfaitement, l'apprenant de manière autodidacte plus tard dans sa vie. Libre penseur, il se présente comme un homme sans lettres, déclarant, je cite, que la compréhension des choses est supérieure au fait de trouver les mots pour les dire. Léonard, effectivement, de cette critique qui a dû lui être faite, va en faire une forme d'atout. Certes, c'est un homme sans lettres, mais c'est un homme qui va, de ce fait, s'adonner à l'expérience, à l'observation de la nature et tirer de ces observations des connaissances précises, notamment dans le domaine de l'anatomie. C'est quelqu'un qui, en disséquant, par la dissection, tout au long de sa vie, va, dans ses années de pleine maturité, observer de façon très précise le corps humain. Et ces travaux, encore aujourd'hui, sont considérés comme importants dans l'histoire de l'anatomie. Polocchio, ouvre l'œil. C'est ce que lui répétait sans cesse son grand-père Antonio, un homme passionné, un oisif convaincu, qui assura la majeure partie de son éducation dans ses jeunes années. C'est grâce à lui que Léonard développe un grand goût pour l'observation de la nature, qu'il considère comme le modèle universel de la pensée. « Apprenez de la nature, vous y trouverez votre futur », disait-il. Ayant grandi au milieu des amandiers, des vignes, des cigales et des ruisseaux de la campagne toscane, il chérira le vivant toute sa vie. Il est l'un des premiers au monde à théoriser le biomimétisme, cette discipline qui nous invite à nous inspirer de la nature pour développer le progrès technique. La voix des airs est par exemple un sujet cher au cœur de Léonard. Il passe des centaines d'heures à étudier les oiseaux et y consacre d'ailleurs un carnet, le Codex sur le vol des oiseaux, aujourd'hui propriété de la Bibliothèque royale de Turin. Il y décrit leur anatomie, mais aussi leur milieu, le vent et les courants. Parmi ces pages se cache également le projet de la machine volante la plus avancée de Léonard, qui tire son nom de l'oiseau dont il déclare s'inspirer, le Grand Milan. Cet exemple nous montre à quel point il parvenait à concilier science et émotion. C'est parce qu'il a observé avec tant d'émerveillement la nature qui l'entourait qu'il est parvenu à imaginer une argumentation technique pour tenter de l'imiter. Sentimental et passionné, il s'efforçait de n'exercer aucune violence sur elle. On sait aussi, alors ça, ce n'est pas un mythe, c'est un fait, on sait que Léonard de Vinci était, à la fin de sa vie en tout cas, végétarien. Donc effectivement, on a l'impression d'un artiste, d'un personnage qui, au fur et à mesure de sa vie, de cette observation précise de la nature scientifique, en a compris toute la poésie, toute la singularité et a développé une forme de respect vis-à-vis de cette vie animale et végétale. Mais on est là aussi en partie dans l'interprétation parce que
Léonard n'a pas non plus écrit précisément ce qu'il en pensait personnellement. On est toujours chez Léonard, dans ses écrits, dans l'ordre de la description qui se veut scientifique, un peu neutre, et pas dans quelque chose de personnel. En effet, si les émotions et les sentiments de Léonard infusaient visiblement dans son art, il ne nous a laissé que très peu d'indices sur sa vie personnelle. Dans ses carnets, il reste d'une grande neutralité pour tenter de découvrir les secrets de la vie avec un grand V. Parler des émotions de Léonard de Vinci est toujours quelque chose d'extrêmement délicat, et je veux dire qu'après des années presque passées avec lui, même s'il est absent, j'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un qui m'échappe. C'est une personnalité que je ne comprends pas. Et parfois, je me dis, est-ce que c'est pas moi qui projette de façon très personnelle des choses sur sa vie? Ce qui est certain en revanche, c'est que Léonard a tout au long de sa vie essayé de comprendre ce mystère, le mystère de la vie, le mystère de la vie physique, le mystère de la vie spirituelle. Ce mystère, il essaie de le restituer, de le peindre de la façon la plus précise, la plus subtile, la plus poétique possible dans ses tableaux. Et c'est ça le véritable mystère de la peinture de Léonard de Vinci. Et c'est ce qui fait pourquoi ces tableaux nous parlent toujours encore aujourd'hui. Ils suggèrent cette vie physique, cette vie psychologique, sans complètement nous livrer la clé de ce qui est dit, de ce qui est exprimé. Ça reste encore un peu mystérieux. C'est le mystère vraiment de la vie. Et c'est ce qui fait que cet art a une telle profondeur et une puissance qui, tout au long de ses 500 ans d'existence, n'a jamais diminué, n'a jamais été atteinte. L'art de Léonard a parlé à toutes les générations depuis 5 siècles. Léonard fait effectivement partie de cette poignée de personnalités remarquables dont la notoriété n'a pas pris une ride. J'ai voulu en savoir plus sur la façon dont notre regard sur sa vie et son œuvre a évolué au fil du temps. Léonard artiste, Léonard scientifique, que retient-on siècle après siècle ? Si Vincent Delieuvin nous racontait en début d'épisode que ce génie universel était principalement connu de son vivant pour son art, son travail en tant que scientifique a été remis en lumière par la suite. Les contemporains de Léonard ont noté combien c'était une démarche singulière. Certains ont compris que ça avait été la clé pour devenir ce premier peintre de la moderne. Mais il était assez amusant de voir comment, à travers les siècles, peu à peu, on a oublié le Léonard scientifique. C'est devenu une sorte de lointain souvenir. Et c'est seulement à l'extrême fin du XVIIIe siècle, et donc essentiellement au cours des XIXe et XXe siècles, qu'on a redécouvert le Léonard scientifique. On a redécouvert combien cette science avait été le fondement même de la puissance de son art. Et aussi, on a redécouvert combien cette démarche scientifique, elle avait eu aussi une part d'autonomie. Parce que bien évidemment, Léonard, même si la science a toujours été pour lui le fondement de son art, il y a eu aussi régulièrement au cours de sa vie la volonté pour lui d'écrire, de rédiger des traités scientifiques, notamment sur l'optique et sur l'anatomie. Mais ces projets n'ont jamais trouvé de fin parce qu'il y a chez Léonard une quête de la perfection, une démarche expérimentale, et l'expérience en quelque sorte ne trouve d'issue de fin qu'avec la mort. Au fil de mes recherches, j'ai en effet pu apprendre que Léonard avait laissé derrière lui nombre d'œuvres inachevées et qu'aucun des traités qu'il avait entamés n'avait été mené à leur terme de son vivant. À plusieurs reprises, j'ai pu lire des observateurs le qualifiant de procrastinateur. Mais pour Vincent Delieuvin, la vérité est ailleurs. C'est pas quelqu'un qui remet au lendemain. Au contraire, c'est quelqu'un qui ne cesse d'étudier, d'observer, d'écrire. Il y a un côté graphomane lorsqu'on regarde les carnets de Léonard. Et dans sa peinture aussi, c'est quelqu'un qui ne cesse de peindre. Mais plutôt que de peindre des centaines de tableaux, ça ne l'intéresse pas. Ces tableaux ont au contraire une vocation aussi expérimentale. Léonard, c'est le monde de l'expérience, mais de la perfection, l'expérience parfaite. Et cette perfection, bien en fait, elle n'a jamais de fin. Et il a eu cette chance d'avoir une vie qui lui a permis, lui faire une liberté dans sa recherche scientifique et artistique. Et d'une certaine façon, tous ces projets de traités, ces projets artistiques, eh bien, il les a menés jusqu'à la fin de sa vie avec une honnêteté, une exigence extraordinaire qui fait qu'à la fin, ces traités ne sont pas terminés, ces tableaux ne sont pas achevés, mais ce qu'il est parvenu à faire est tout de même absolument extraordinaire et ses contemporains en sont conscients. Entre mystère et réalisme, Léonard développe des techniques picturales incroyables pour représenter le vivant. Il érige la peinture au rang de science, déclarant qu'elle est tellement divine qu'elle transforme l'esprit du peintre en une espèce d'esprit de Dieu. Il affectionnait évidemment d'autres disciplines comme la sculpture, mais la peinture était à son sens la plus universelle et la plus complète.
On lui connaît l'utilisation de la perspective, mais aussi d'une technique remarquable, le sfumato, qui confère à ses tableaux une énergie toute particulière. Si cet effet a été développé dans un premier temps par les grands peintres flamands, Léonard de Vinci, par son amour de l'expérimentation, l'amènera encore plus loin. Signifiant enfumé en italien, le sfumato correspond à cette volonté d'estomper les contours, de les rendre imprécis, de peindre en enveloppant les sujets d'une ambiance vaporeuse. Léonard peint à l'huile, donc il superpose des couches essentiellement d'huile à peine chargées de pigments qui vont lui permettre de construire des transitions de l'ombre à la lumière presque vraiment imperceptibles. On ne sait pas où commence l'ombre, où finit la lumière. Les choses sont complètement mélangées et c'est ce qui va permettre en quelque sorte de créer l'illusion d'une vibration dans la matière picturale. On a vraiment l'impression que la matière prend vie, les formes prennent vie. Nous l'avons vu, Léonard de Vinci se définit comme un homme de la praxis, c'est-à-dire de la pratique, de l'élaboration concrète. En cela, il impactera profondément l'histoire des sciences. Et de toutes les sciences sur lesquelles il s'est penché, l'anatomie est sans doute de celles où ses apports ont été les plus déterminants. Pour s'approcher au plus près de la réalité du corps humain et le représenter en peinture, il disséquera des dizaines de corps, notamment vers 1510 et 1511, lorsqu'il habite à Milan. En homme passionné, flirtant volontiers avec l'obsessionnel par amour de la perfection, il s'est intéressé au corps humain sous toutes ses coutures. Il est par exemple le premier à représenter la colonne vertébrale telle qu'elle est réellement, à découvrir que le cœur est une pompe qui fait circuler le sang dans un sens, ou encore à étudier le fœtus et son développement. De l'œil au mécanisme de flexion de la jambe jusqu'à la forme du crâne, ces recherches anatomiques d'une grande rigueur seront au fondement de ses commandes artistiques. Ces dissections étaient par ailleurs d'une précision telle qu'il faudra attendre le XIXe siècle pour que ces observations soient réalisées par d'autres chercheurs. Personne n'a observé le corps humain, n'a disséqué avec autant de perfection, autant de précision que lui, de son vivant. Et surtout, et ça c'est encore plus extraordinaire, personne n'a jamais peint d'une façon aussi subtile l'humanité. Les portraits de Léonard, les tableaux de Léonard de Vinci sont considérés comme des œuvres profondément vivantes. Et ça, personne ne l'égalera avec ses moyens. Au-delà de découvertes d'ordre factuel, Léonard s'est également distingué par la façon de présenter les résultats de ses recherches. Par exemple, lorsqu'il étudie le crâne humain, il le décrit et le dessine dans ses moindres détails, en vue éclatée ou en coupe. L'idée de représenter les objets par plusieurs vues était une innovation totale et une idée particulièrement moderne. Cette méthode est d'ailleurs l'un des apports les plus reconnus par les historiens des sciences aujourd'hui. Il est en effet l'un des premiers à déployer des techniques aussi précises de représentation graphique de ses idées. Léonard se situe vraiment à un moment très important dans l'histoire des sciences. On est à un moment pré-scientifique. Les sciences naissent véritablement au XVIIe siècle. Léonard vit au XVIe siècle. Mais c'est quelqu'un qui déjà fait basculer un peu cette autorité des anciens, ce qu'on appelait vraiment l'autorité de la pensée antique et médiévale. Lui ne s'en contente pas, il est fasciné aussi, il essaye de la comprendre, mais il est conscient que si on veut aller au-delà, il faut en passer par l'expérience, il faut observer le vivant. L'amour de Léonard pour la vie, le réel, la nature et les sciences peut aujourd'hui nous paraître incompatible avec la foi, à une époque où l'Église était au centre de toute chose. J'ai donc demandé à Vincent de Lieuvin de me décrire la relation que l'artiste entretenait avec la religion. Léonard de Vinci, évidemment, par sa démarche scientifique, a sans doute dû être amené à se poser des questions, à mettre en doute un certain nombre de textes de l'autorité religieuse. Néanmoins, c'est quelqu'un qui devait quand même appartenir à son monde et être, on peut le supposer, un croyant. Et en tout cas, si on regarde les tableaux sacrés qu'il a peints, on peut prendre conscience combien il avait une connaissance profonde des grands thèmes religieux, des dogmes de l'Église catholique, et combien il les a peints avec une intelligence, l'iconographie, après l'iconographie avec une intelligence profonde. Ces tableaux ont une profondeur religieuse absolument extraordinaire. Entre monde terrestre et spirituel, entre art et science, il était plus qu'un homme à la croisée des mondes. Pour lui, il n'en existait tout simplement qu'un seul. Il ne voyait aucune barrière entre les disciplines, car pour lui, tout était lié. Personnage énigmatique et définitivement hors du commun,
Léonard de Vinci s'est distingué par son intellect et sa propension à aller à contre-courant de la pensée traditionnelle. Visionnaire, il était décrit par l'historien Jules Michelet comme un homme complet, puissant en toutes choses, ressuscitant le passé pour anticiper l'avenir. Du rêve d'un homme augmenté à la réflexion sur la biodiversité en péril, les préoccupations de cet homme du XVIe siècle nous fascinent par leur pertinence actuelle. Son parcours unique nous invite inévitablement à réfléchir sur l'intérêt d'un esprit non conventionnel dans le cadre de la création artistique et scientifique. Il nous propose aussi de réfléchir à l'importance d'une part d'humanité dans une démarche scientifique souvent considérée comme froide et sans émotion. Sans doute avons-nous beaucoup à apprendre de ce postulat pour penser les défis du XXIe siècle. Par ses innombrables découvertes et les méthodes qu'il a appliquées pour les réaliser, Léonard de Vinci nous prouve que de l'art à la science, il n'y a souvent qu'un pas. C'est sur cette note que s'achève le 2e épisode d'À pied d'œuvre. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je remercie chaleureusement le Musée du Louvre et Vincent Delieuvin pour le temps qu'ils m'ont accordé. Si vous souhaitez continuer à explorer le personnage mystérieux de Léonard de Vinci, vous trouverez un certain nombre de références et de ressources complémentaires dans la description. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode, cette fois-ci consacré à un art en particulier. Allez, je vous laisse un indice, il s'agit d'un art qui apparaît véritablement au XIXe siècle. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'était À pied d'œuvre, un podcast produit par Aparté Studio et le studio Le Son de l'Encre pour Moonji, réseau de sociétés de conseil pour les métiers de l'ingénierie et du digital. À bientôt!